Après s'être mariée, cette femme a demandé l'annulation de son mariage pour erreur sur la personne. Si ça, ce n'est pas hors du commun, voilà encore une affaire très ancienne. Cette affaire a opposé la dame Zoé Berton à son récent mari, Monsieur Berton donc, et a donné lieu à 2 décisions de la Cour de cassation en 1861 puis en 1862. Et autant cette affaire-là est très ancienne, autant la question de l'erreur sur la personne dans le cadre du mariage continue de se poser au XXIe siècle. Avec l'exemple d'une affaire jugée en 2008, dans laquelle était en jeu, tenez-vous bien, la virginité de la mariée. Sujet sensible, d'autant que les juges n'étaient pas tous d'accord sur la question. Et dans cette affaire de 2008, dont je vous parlerai à la fin de la vidéo pour illustration, et l'affaire qui nous concerne de 1860, la question est si sensible que dans notre affaire du 19e siècle, il aura fallu pas moins de 2 décisions de la Cour de cassation, et je vais vous expliquer comment ça s'est articulé. Bonjour, je suis Dorian Fournier, je suis diplômé notaire et je prends plaisir aujourd'hui à vous conter des affaires judiciaires du passé hors du commun, afin d'en tirer, pourquoi pas, des enseignements utiles. Mais ne tardons pas plus longtemps, voici maintenant les faits de l'affaire. Notre Zoé s'est mariée avec Monsieur Berton. Ce dernier était alors âgé de 29 ans. Mes sources ne donnent pas l'âge de Zoé, mais à la rigueur, peu importe. Celle que nous pouvons appeler désormais Madame Berton apprend, après le mariage, de la bouche d'une tierce personne, que celui qui est devenu son mari avait été condamné, alors qu'il avait 17 ans, comme complice d'assassinat à 15 ans de travaux forcés. Vu la nature de la peine, on voit bien que cette affaire remonte au 19e siècle. Et ça aussi, on voit que la pratique n'est pas nouvelle, parce que sa peine avait finalement été réduite pour raison de bonne conduite. Et une fois sorti de prison, il s'était engagé dans l'armée. Malgré cette repentance, apprenant le véritable passé de son mari, surtout que la révélation vient d'une tierce personne et non de lui directement, Zoé Berton a intenté une action en nullité du mariage devant les tribunaux. Mais prenons un peu de recul. Imaginez-vous dans la même situation. Vous rencontrez quelqu'un de merveilleux, qui paraît bien sous tout rapport. En tout cas, suffisamment pour décider de l'épouser. Ce n'est pas rien quand même. Et vous apprenez peu de temps après le mariage, et en plus, même pas de la bouche de votre cher et tendre, qu'il ou elle a un passé criminel qu'il vous a caché. Et puis, pas pour n'importe quelle condamnation, pour une complicité d'assassinat, s'il vous plaît. Considériez-vous donc dans ce cas que vous avez fait une erreur sur la personne, justifiant que vous demandiez l'annulation du mariage? La question se pose, franchement. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo pendant 1 minute et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Avant d'avoir les arguments juridiques, ce sera mieux. Est-ce que selon vous, ce genre de découverte justifie l'annulation du mariage ou pas? Mais avant de vous donner le dénouement de cette affaire, laissez-moi vous faire quelques rappels des conditions d'un mariage valide et quel est l'enjeu réglementaire derrière. Ça vous le savez, à l'époque, seules les personnes de sexe opposé pouvaient se marier. Ce n'est plus le cas depuis 2013 puisque les personnes de même sexe y ont accès. Pour l'homme, l'âge légal du mariage a toujours été d'au moins 18 ans. En revanche, pour les femmes, à cette époque, c'était 15 ans. Jusqu'en 2006 quand même. Désormais, c'est aligné avec l'âge des hommes, c'est 18 ans minimum. À l'époque comme maintenant, il existait et il existe toujours des restrictions au mariage en raison du lien de filiation. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici pour notre affaire, c'est ça. L'article 146 du Code civil dispose que il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Cette règle date de 1804. Vous savez, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, dans celle-ci, que notre Code civil date de Napoléon, de 1804. Pour faire simple donc, le mariage n'est valable que si la personne est d'accord pour se marier et qu'elle le choisit librement. Cela peut paraître absurde de le préciser et pourtant, ça ne l'est pas tant que ça. Rappelez-vous qu'à une certaine époque, on parlait souvent de mariage arrangé, voire carrément de mariage forcé. Bref, le rappel n'est finalement pas si inutile. Le consentement au mariage donc est fondamental. C'est pourquoi il existe une cause de nullité du mariage en cas d'erreur. Et à l'époque des faits, l'article 180, alinéa 2 du Code civil, prévoyait qu'un époux pouvait demander l'annulation du mariage en cas d'erreur dans la personne. Oui, la loi dit dans la personne, c'est un peu bizarre, mais bref. Et donc, tout l'enjeu de cette affaire est de savoir ce que recouvre cette notion d'erreur dans la personne. En l'occurrence, est-ce que le fait de ne pas savoir que la personne avec qui on se marie a un passé pénal constitue ou non une erreur sur son fiancé susceptible de causer l'annulation du mariage?
C'est la question à laquelle les juges ont dû répondre en 1860, et franchement, il a été compliqué de les mettre d'accord. La demande d'annulation du mariage pour cause d'erreur faite par Zoé Berton a été rejetée par la Cour de Paris le 4 février 1860. Derrière, en revanche, la Cour de cassation casse cette décision par un arrêt de la Chambre civile du 11 février 1861. C'est-à-dire qu'elle considère que le mariage aurait dû être annulé. La Chambre civile retient en effet que la notion d'erreur dans la personne doit recouvrir non seulement l'erreur sur l'identité physique de la personne, mais aussi l'erreur dans la personne civile. Donc dans sa conception, le fait que la personne ait été pénalement condamnée par le passé semble justifier une véritable erreur dans la personne, à même de justifier la nullité du mariage. Et là, c'est l'organisation de notre système judiciaire qui veut ça. Quand la Cour de cassation, qui est la Cour suprême, prend position sur une décision de justice, elle renvoie l'affaire vers une juridiction de rang inférieur qui doit rendre une nouvelle décision sur la même affaire sur la base de ses éclairages juridiques. Et c'est un fait plutôt rare, mais la Cour devant laquelle l'affaire a été renvoyée, en l'occurrence la Cour d'Orléans, statua par un arrêt du 6 juillet 1861 dans le même sens que la Cour de Paris, donc au contraire de la position de la Cour de cassation. En fait, la Cour d'Orléans n'a pas tenu compte de la décision de la Cour de cassation et a considéré que le mariage ne pouvait pas être annulé pour cette erreur. N'ayant toujours pas eu gain de cause devant la Cour d'Orléans malgré la décision de la Cour de cassation, Madame Zoé Berton se pourvoit à nouveau en cassation. Retour donc de l'affaire au sommet de la pyramide judiciaire, mais cette fois, la décision de la Cour de cassation se prend en chambre réunie, c'est-à-dire avec les juges représentant toutes les chambres de la Cour de cassation, afin de prendre une décision qui, cette fois, s'imposera. Quand on en arrive là, c'est du sérieux. Et finalement, tenez-vous bien, les juges des chambres réunies de la Cour de cassation ont considéré que la Cour de Paris et la Cour d'Orléans avaient retenu la bonne interprétation. Elles avaient raison. Le mariage ne pouvait pas être annulé pour cette erreur. Elle retient précisément que l'erreur dans la personne ne pouvait pas s'étendre aux simples erreurs sur les qualités ou les conditions de la personne. On ne peut parler que d'une erreur sur l'identité de la personne. Mais soyons un peu plus précis. Alors, dans quel cas peut-il y avoir vraiment erreur dans la personne? Et dans quel cas n'y a-t-il pas erreur? Il y a évidemment erreur dans la personne quand il y a une erreur, littéralement, sur l'identité de la personne. Son identité physique. C'est un cas qui ne sera que rare, car comment envisager de se tromper de personne quand les époux échangent leurs vœux physiquement face à face? C'est plutôt difficile à envisager. Quoique des frères jumeaux ou des sœurs jumelles pourraient vouloir jouer un mauvais tour en envisageant de s'échanger au dernier moment. Et puis pour la femme, sous la robe et le voile, ça pourrait passer. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt. En fait, le cas le plus probable, c'est l'erreur sur l'identité civile de la personne, à savoir la personne qui usurpe l'identité d'une autre. Dans ce cas-là, l'erreur sur la personne, elle est qualifiée car l'autre croit épouser une autre personne, une autre identité que celle alléguée jusque-là. Je pense qu'à une certaine époque, l'idée de certains types était de se faire passer pour des gens de bonne famille, pour justement accéder à des épouses ou des époux de bonne famille eux-mêmes. Mais là encore, ce n'est pas la situation la plus courante, surtout aujourd'hui, vous en conviendrez. En fait, il y a une vraie différence à se tromper de personne, littéralement, c'est pas lui, et le fait de se tromper sur la personne, ce qu'elle est vraiment intérieurement, sur son sens moral, etc. Parce que justement, la Cour de cassation a toujours refusé d'ériger en erreur susceptible de causer l'annulation du mariage les erreurs portant sur les conditions et les qualités de la personne. En gros, sur sa moralité, sur son passé judiciaire notamment, ou encore sur les capacités physiques de la personne. Si je parle de capacité physique, vous allez très vite comprendre pourquoi. Laissez-moi vous donner quelques exemples croustillants de défauts qui n'ont pas été considérés comme des erreurs susceptibles d'entraîner l'annulation du mariage. Par exemple, une femme s'est vue refuser en 1903 l'annulation du mariage qu'elle avait contracté avec un homme dont elle s'est rendue compte après coup de l'impuissance. Oui, cette affaire est vraie. Elle a épousé un homme, mais elle s'est rendue compte qu'il était impuissant et a demandé la nullité du mariage. Oui, c'est une époque où on ne consommait pas avant le mariage. Imaginez quand même la scène. Monsieur le juge, il m'a menti, il ne m'a pas dit qu'il ne bandait pas.
Bah c'est sacrée affiche quand même. C'est en cela que je vous parlais des qualités physiques de la personne. Autre exemple que j'ai retenu, l'erreur sur l'âge n'a pas été retenue comme une erreur susceptible d'entraîner la nullité du mariage. Et franchement, je m'interroge sur la façon dont les choses ont pu se passer. Je n'ai pas retrouvé le détail de cette affaire, mais je me demande si la personne était plus âgée ou plus jeune que ce qu'elle avait annoncé. Et comment la personne ne s'est pas rendue compte avant que l'autre était plus jeune ou plus âgé. Et au final, qu'est-ce que ça change de l'apprendre? Car si la personne lui convenait telle qu'elle... Quoique, on peut quand même passer à la rupture du lien de confiance, il y a quand même eu un sacré mensonge, enfin bref. Mais je vous vois inquiet, soyez quand même rassurés, si ces choses-là ne pouvaient pas entraîner l'annulation du mariage, c'était quand même des causes suffisamment graves pour entraîner un divorce pour faute. Certes, ce n'est pas tout à fait techniquement la même chose et juridiquement la même chose, mais c'est toujours ça de prix. Je vous disais donc que la Cour de cassation a toujours refusé d'étendre la notion d'erreur dans la personne à des causes plus diverses. Mais les juridictions locales, quant à elles, ont fait de la résistance pendant plus d'un siècle. Et donc, les tribunaux ont pu admettre des causes d'annulation pour erreur dans la personne assez diverses. Par exemple, ils ont considéré recevable l'erreur d'une jeune femme qui a épousé un homme qu'elle croyait célibataire alors qu'en fait il s'agissait d'un divorcé. Ou encore une erreur sur l'honorabilité de la personne. En fait, les faits étaient à peu près similaires aux nôtres. Il avait un passé plus tumultueux que ce qu'il n'avait laissé envisager et croire jusque-là. Et en fait, il n'y avait plus une solution très claire. Les décisions allaient un peu dans tous les sens. C'est donc le législateur, notre Parlement, qui a pris la relève en réformant l'article 180 alinéa 2 du Code civil, en venant prévoir, en sus de l'erreur dans la personne, l'erreur sur les qualités essentielles de la personne. Et là, nous assistons à un changement de paradigme. Par qualité essentielle, il faut comprendre une qualité déterminante et socialement acceptable. Celle qui, si elle avait été connue, aurait dissuadé les époux de se marier. Par exemple, apprendre l'activité de prostituée de sa femme. Bah oui, ça a été vraiment jugé en 2001 en plus, à Paris. Bah ils sont fous ces Parisiens. Et plus récemment encore, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, cette affaire de virginité. Est-ce que la virginité de la demoiselle pouvait être qualifiée de qualité essentielle qui, en cas d'erreur, devait justifier l'annulation du mariage? C'est ce qu'a prétendu un homme devant les tribunaux, après avoir découvert, lors de la nuit de noces, que madame, en fait, avait déjà connu l'aventure charnelle. Oui, c'est moi qui ai trouvé cette façon de le dire. C'est quand même délicat comme situation, n'est-ce pas? Pensez-y, mettez-vous à la place de ce gars. Car si cet homme, dont les critères de sélection et d'appréciation lui sont propres, je ne suis personne pour le juger, s'est marié avec cette jeune femme précisément parce qu'elle avait cette qualité à ses yeux, le fait qu'elle lui ait menti ne justifie-t-il pas une annulation du mariage? Eh bien, le tribunal de grande instance de Lille a considéré que oui, au terme d'un arrêt du 1er avril 2008. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Mais malheureusement pour lui, la cour d'appel de Douai a finalement infirmé le jugement. Elle l'a contredit, quoi. En retenant que ceci ne pouvait pas constituer juridiquement une qualité essentielle, car cela, en fait, n'avait pas d'incidence sur la vie matrimoniale. Le monsieur a pourtant essayé d'argumenter. En lui mentant sur ce sujet, qui pour lui était si important, il y avait ce qu'il a appelé une erreur sur la confiance qu'il pouvait porter à la personne. Même si chacun pourra comprendre, je suppose, cet argument de la confiance, et en fait, peu importe que le mensonge porte sur sa virginité ou sur une autre chose d'importance à ses yeux, car le sujet précis de la virginité n'est pas un sujet pour tout le monde, bien heureusement. La justice a toujours considéré qu'en matière de mariage, le dol, le mensonge quoi, mais on appelle ça le dol en droit, n'est pas une cause de nullité du mariage. Pour le coup, sur le thème de la virginité de l'épouse, je pense que dans un état laïque comme la France, il a été considéré que cet argument avait certainement un poids trop religieux pour que le droit s'en fasse un vrai défenseur. Vous voyez bien combien, aujourd'hui encore, la question de l'erreur dans la personne ou dans ses qualités essentielles est importante pour les jeunes mariés. Et c'est normal, le mariage est un acte important de la vie. Le mariage touche à la fois au patrimonial, à l'intime, à l'émotionnel. Et si vous avez fait cet exercice de vous mettre à la place de nos protagonistes dans nos affaires, je suis certain que vous avez pu imaginer ou ressentir leur désarroi. Et même l'angoisse que la rupture de confiance a pu créer chez eux, avec ce désagréable sentiment « mais qui ai-je vraiment épousé ?» Parce que quand on s'aime, tout semble aller pour le mieux, et pourtant, plus que jamais, l'amour rend aveugle.
Et la transition est toute faite. Dans tous les cas, avant de vous marier, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller voir votre notaire. Il sera là pour vous donner les meilleurs conseils pour préparer votre union et vous proposer un contrat de mariage adéquat à votre situation. Par pitié, ne laissez pas la loi décider à votre place et par défaut du régime matrimonial qui va s'appliquer toute votre vie durant. Voilà, c'était l'histoire folle de Madame Zoé Berton, qui s'est retrouvée à épouser un condamné de justice sans le savoir, et tout ce que cela implique en pratique. Si cette vidéo vous a plu, likez pour me soutenir, pensez à vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater les prochaines affaires judiciaires hors du commun.